Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Une stratégie de puissance fondée sur le numérique, est-ce possible? Eh bien oui, Israël en est la preuve. Ce pays du Proche-Orient, celui que les médias appellent la Startup Nation, est-il en train de réussir son pari? Faire de l'innovation le gage de sa survie dans un environnement difficile? Eh bien oui. C'est en effet la thèse des trois auteurs du livre « Israël, le sixième GAFAM », un livre publié chez VA Éditions. Je reçois l'un d'eux, Patrick Nouma Anaba. Bonjour. Bonjour Ali. Alors on peut construire toute sa stratégie de puissance uniquement sur le numérique? C'est effectivement possible parce que si vous venez à considérer que ce pays qui est environné d'un certain nombre d'obstacles sur le plan structurel, déjà isolé, et puis aussi avec tout ce qu'il a eu à affronter au cours de son histoire, eh bien, il a dû mettre en place une stratégie de puissance pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir arriver à exister dans cet environnement hostile-là, en choisissant donc le vecteur des nouvelles technologies. Oui, puisqu'il aurait pu choisir de rester sur du militaire pur, hard power, mais il choisit d'aller vers ce numérique. Effectivement, en choisissant les nouvelles technologies, c'était d'abord pour arriver au départ à se protéger. Ouais. La cybersécurité est une discipline qui permet justement de protéger les actifs informationnels, de protéger tout ce qui peut permettre de construire une économie qui va être à haute valeur de connaissances. Et cette stratégie-là a été aussi mise en œuvre parce que les ressources environnantes ne sont pas nombreuses. Il fallait chercher, en regardant les contrepoints de cet environnement, comment est-ce que on peut les investir, comment est-ce qu'Israël peut les investir de façon résiliente. Et donc un jour, il y a quelqu'un qui décide de mettre au point cette stratégie. Comment ça vient dans cette histoire d'Israël? Alors il faut repartir dans les années 60 avec l'embargo français sur ce pays-là et avec le fait que le général de Gaulle avait décidé qu'il ne fallait plus vendre des armes l'affaire de Suez. À Israël. Et condamné donc à devoir trouver des ressources pour arriver à survivre dans cet environnement-là, ils ont dû mettre en place, en œuvre tout au moins, une stratégie vers les nouvelles technologies pour pouvoir arriver à se maintenir dans un environnement hostile. Alors, qui au sein d'Israël? L'armée? L'armée, bien évidemment, est un vecteur important parce qu'il ne faut pas oublier que Israël est un pays militaro-centré. Au départ, il faut évoquer cette armée-là qui est au cœur du dispositif avec des unités telles que l'unité 8200, avec des fondations comme Raphaël. Tous ces supports-là ont permis de mettre en place une recherche et développement pour pouvoir d'abord grandir dans l'industrie de la défense. C'était ça le point de départ. Et chemin faisant, l'industrie de la défense a dû être reconvertie sur la recherche civile aussi, puisqu'il y avait également des problématiques économiques à tenir en compte pour la survie de ces pays qui n'est pas gâté dans ses ressources. Alors, dans la stratégie, ce qui est important, à partir du pivot qu'est l'armée, il ne s'agit pas de donner de l'argent aux civils pour travailler, mais il s'agit, dans l'armée, de former les militaires à créer des start-up. Il y a de cela, mais il y a aussi le fait que dans l'éducation initiale, les jeunes Israéliens sont déjà amenés à faire une formation militaire. Dans des contextes hautement volatiles, ils vont prendre des décisions qui engagent la survie de cet État-là. Et il y a aussi le fait que dans cette formation, ils reçoivent une sorte des clés pour pouvoir manager en contexte difficile. Et lorsque vous reconvertissez ces éléments-là sur le plan entrepreneurial,
ils ont une haute valeur ajoutée. Je dois aussi signaler que l'État a pris aussi à son actif de structurer à partir de là un trinôme. C'est-à-dire que l'armée, qui était en soi-même l'État, les universités, le lieu où se passait la recherche, avec le monde privé, les entreprises. Et donc, en connectant ces trois réalités, ils ont créé une sorte de cercle vertueux qui permettait d'attirer des capitaux, surtout étrangers, dans cet environnement qui n'en était pas tellement pourvu, principalement des capitaux américains. On voit par exemple que dans les années 74, la Bird, qui est un gros porteur américain, a favorisé un certain nombre d'initiatives pour pouvoir financer ces recherches militaires avec les débouchés civils que nous connaissons. Ils protègent leurs débouchés civils, leurs entreprises. Est-ce qu'il y a un protectionnisme? Vous le dites un peu dans ce bouquin. Oui. La stratégie israélienne peut se voir à deux niveaux. Déjà, ce qu'on peut appeler les stratégies d'exit, c'est-à-dire que l'environnement n'étant pas en capacité de développer des géants comme les GAFAM, ils sont obligés de quérir des capitaux extérieurs. C'est un peu les investissements avec les VC Funds et tous les autres partenariats qui peuvent permettre de faire entrer de l'argent pour pouvoir développer cette recherche-là. Mais le problème est qu'une fois qu'on a développé la recherche, ces startups qui sont créées, elles peuvent être rachetées par les mêmes. Alors, comment arriver à garder la valeur propre la valeur propre qu'on a créée à l'intérieur du pays tout en continuant de se développer? Israël est donc arrivé à mettre en place, avec la loi de 1984, la loi sur la recherche, de protéger cette recherche-là, inciter bien évidemment des investisseurs à rentrer, mais aussi devenir en quelque sorte un proposeur de solutions et de développement de cette recherche et développement dans les solutions qu'ils vendaient à l'extérieur. Ça n'empêche pas ce que vous dites, la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux est bien évidemment là, mais cette fuite des cerveaux a des avantages parce que c'est autant de personnes, autant de chercheurs israéliens qui, sortant, peuvent développer cet esprit initial qui est présent dans la Startup Nation et qui n'est plus seulement, qui ne va pas s'arrêter à être une Startup Nation, parce que avec le développement du cyberespace, et qui est un enjeu stratégique très fort, qui actuellement, on voit qu'il y a trois gros, les États-Unis, la Russie et la Chine. Avec le développement du cyberespace, il faudra de plus en plus travailler à des solutions de cybersécurité. Patrick Nouma-Annaba, vous êtes prêtre. Comment on explique qu'un prêtre s'intéresse à ces questions? Alors, l'Église est une institution qui est dans le monde et qui est en interaction avec d'autres institutions pour la recherche d'un mieux-être avec celle-ci. Même si elle poursuit et qu'elle entraîne ses fidèles dans une recherche d'un autre monde, elle est d'abord insérée en ce monde pour pouvoir apporter aussi sa contribution dans les réflexions et dans la quête d'un mieux-être. Et il semble que, en réfléchissant sur cette question-là, il y a un concept très important qui intervient en Israël, c'est celui du tikkun ulam. Qu'est-ce que c'est? Alors, le tikkun ulam peut déjà s'entendre comme une volonté de réparation du monde. Mais, indépendamment, au-delà de cette volonté de réparation du monde, il y a comme une responsabilité personnelle de la part de ceux qui sont impliqués dans ce monde-là, une responsabilité personnelle et collective en même temps pour pouvoir investir les lieux où il y a des brisures, des lieux où il y a des solutions à apporter pour justement que ce monde soit plus résilient. Parce que vous comprenez bien que la stratégie d'Israël, qui s'appuie en effet sur l'armée, dans un contexte très dur, avec des pertes civiles importantes, militaires également, qu'est-ce qui vous intéresse? On n'a pas le sentiment que ce soit pour le coup, depuis des années, des solutions qu'apporte la technologie dans cette région du monde. Alors, c'est sûr que
le fait que ces technologies soient basées essentiellement sur des réponses militaires peuvent effectivement interroger. Oui. Mais cette interrogation doit nous amener à travailler davantage pour pouvoir comprendre ce qui va se jouer, ce qui est en train de se jouer là et qui va se jouer dans l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de faire un jugement moral en disant on jette tout. Hein. Nous avons des téléphones portables aujourd'hui, nous avons des ordinateurs, nous avons bientôt des voitures autonomes et l'intelligence artificielle est en branle. Et il y a un changement de paradigme très important qui est en train de se faire. Et pour pouvoir comprendre ce changement de paradigme-là, il nous faut aller rechercher les lieux où ils ont été structurés. Et il se trouve que l'environnement israélien est un écosystème, l'un des plus importants, où toutes ces sociétés qui vont ouvrir ce nouveau paradigme-là ont leur centre de recherche. Vous l'admirez, ce modèle ? C'est un modèle qui me questionne parce qu'il arrive à... il y a là une véritable stratégie qui se met en place. Il y a des pays qui ont beaucoup de ressources, mais qui n'arrivent pas à devenir en quelque sorte des pays qui verrouillent les vecteurs clés de l'innovation de demain et qui deviennent ainsi indispensables quelque part au déploiement de ce paradigme-là. Merci beaucoup Patrick Nouma-Annaba. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre « Israël, le 6e GAFAM » aux éditions VA Éditions. Pour l'heure, l'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Pour savoir si vous allez ramasser vos œufs sous la pluie ou au soleil, suivez la météo avec Gamme Vert. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.